ceux qui considéraient que voilà, tous leurs mots venaient de la gestion, et ça je l'ai compris après. Parce qu'on est au pouvoir, on est responsable de tous les mots, et je disais parfois, mais regardez ce qu'on n'a pas dit du Parti socialiste. En termes de gabegie, disait-on, de détournement, de ceci ou de cela. Quand on voit aujourd'hui les chiffres, on se rend compte que c'était un régime très sobre. Très sobre. Et je l'ai dit au président Abdou Diouf. Je vous ai combattu sans vous connaître. C'était notre rôle de jeunes étudiants à l'époque qui, donc, dans le cadre de cet engagement militant, luttions également pour nos indépendances. Quand je dis indépendance, il s'agit, c'est pas de la souveraineté, mais il s'agissait de la libération contre ce qu'on appelait le néocolonialisme, contre ce qu'on appelait le dictat du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Et je vois mon ami Youssou Diallo, qui nous ont partagé ces moments, et d'autres camarades à l'université de Dakar. Donc c'est ce fondement dans la lutte, au début, dans un parti de gauche qui réunissait à la fois des marxistes-léninistes, j'en étais pas, je n'ai jamais été marxiste-léniniste, mais ce parti avait la particularité de réunir en son sein des marxistes-léninistes et même des communistes, des intellectuels révolutionnaires, disons-on, je n'en étais pas un, et une troisième catégorie qu'on appelait les patriotes conséquents. Je me considérais comme tel, patriote conséquent. Et donc, qui a engagé le combat pour vraiment l'indépendance véritable de nos États face à l'ordre néocolonial. Et cette littérature de l'époque, elle était abondante et les étudiants de l'époque étaient vraiment engagés sur les causes africaines, sur les causes internationales. Je me rappelle du bombardement de Tripoli et de Benghazi. Si vous vous rappelez, immédiatement l'université de Dakar était en effervescence. Je me rappelle de Chabra et Chatila, après le massacre de Chabra et Chatila, automatiquement, les étudiants étaient en effervescence pour défendre ces causes, la cause des peuples opprimés. Donc c'est ça qui a été au fondement de mon engagement politique. Bien sûr, très tôt, j'ai quitté le mouvement de gauche, parce qu'en réalité, moi, je n'étais pas marxiste-léniniste. Et dans le landerneau politique sénégalais, je considérais que pour qu'il y ait une alternance, il fallait choisir un leader qui pouvait incarner cette alternance. Et ce leader, c'était Maître Abdoulaye Wade, qui était libéral. Libéral, en réalité, il ne l'était que parce qu'il y avait la limitation des 4 courants, qui disait qu'il y avait le courant socialiste, qui était le Parti socialiste, c'est le président Senghor, le courant conservateur, on ne sait pas ce que c'est que d'ailleurs, le courant conservateur, mais enfin, le courant marxiste-léniniste, il y avait Majmoud Diop, donc il restait que le libéralisme. Abdoulaye Wade a emprunté, mais c'était un libéralisme travailliste, qui avait donc un fort taux social, mais qui développait le libéralisme politique et surtout économique. La notion de la liberté, de l'état de droit, mais surtout l'initiative économique qui doit être libérée pour permettre quand même la création de richesses et le partage, bien sûr, judiciaire. Voilà ce qui, donc, m'a progressivement mis auprès de Maître Abdoulaye Wade. Et je venais de terminer mes études d'ingénieur à l'Institut des sciences de la Terre, et j'étais à la recherche vraiment d'un parrain politique, et je suis allé à lui. Et personne ne m'a emmené chez lui. Je lui ai dit à partir de 1989 que nous pensons que les cadres doivent être engagés auprès des partis politiques. Et il avait fait un appel à l'époque, après un grand meeting à Niaritali, lancer un appel aux cadres sénégalais à venir avec lui, créer les conditions d'un changement, d'un SOPI, à l'époque on l'appelait, de SOPI. Et voilà comment l'aventure avec le PDS a débuté. Et naturellement, nous sommes restés ensemble 11 ans dans l'opposition, lui avec ses 26 ans.
Moi, j'ai fait pendant ces 26 ans, je suis resté 11 ans avec lui dans l'opposition avant d'accéder au pouvoir en 2000. Et donc, en 2000, naturellement, étant responsable des cadres du parti, j'ai pu avoir l'avantage de servir à des positions importantes de conseiller spécial du président, de directeur général de la Société des pétroles du Sénégal, où j'étais cadre une décennie auparavant, mais également de ministre dans différents départements, notamment celui qui me tenait le plus à cœur, le département de l'énergie. C'était véritablement la seule infrastructure qu'on a pu faire dans son premier septennat. Bien sûr, en dehors des aspects qui ont été réalisés dans le monde rural. Et donc, c'est ainsi que, finalement, après 2007, étant Premier ministre pendant 3 ans et quelques, j'ai conduit la liste aux législatives de 2007, une législative facile puisque l'opposition avait boycotté. On a raflé tous les départements. Donc, et puis, après ça, je suis allé à l'Assemblée nationale comme président de l'Assemblée. Je n'ai pas duré à l'Assemblée nationale, vous connaissez l'histoire. J'ai fait 17 mois difficiles, 17 mois de combat, puisque j'avais, en tant que président de l'Assemblée nationale, président de l'institution, porté à la connaissance du gouvernement la volonté des députés d'auditionner un certain nombre de responsables publics sur leur gestion. Et cela d'ailleurs après un appel, après un message du président lui-même à l'Assemblée, disant soyez une assemblée de rupture, convoquez les ministres, convoquez les fonctionnaires. Eh bien, on avait convoqué aussi son fils, qui était directeur général ou président de la NOCI, je crois, président. Bon, et de là est partie une véritable levée de bouclier pour dire que c'était une volonté de porter atteinte au président de la NOCI et qu'il fallait donc payer pour cela. Je n'insisterai pas davantage sur cette séquence, mais qui m'a beaucoup apporté d'abord en termes de leçons de vie sur l'adversité, sur l'endurance, sur la résilience qu'il faut avoir pour faire face lorsque sa dignité est bafouée. Et le reste, c'était l'affaire de Dieu. Mais pour nous, j'ai partagé ce moment avec certains parmi vous ici, et surtout beaucoup de jeunes à l'époque, qui ont été vraiment des jeunes pousses qui étaient avec moi, les Thérèse Faye, les Abdoumbo à l'époque, qui étaient nos jeunes, et il y en a beaucoup d'autres, hein, je ne vais pas citer et oublier, les Boubacar Sigini et autres. Et voilà, ce combat a abouti donc à ma destitution par vote au niveau de l'Assemblée nationale. Et après cette destitution, naturellement, j'ai quitté et remis mes mandats de député, de maire, de Fatick, etc. Et puis j'ai dit, finalement, au fond, il faut que je prenne mon destin en main. Il faut que je lance un appel à tous ceux qui souhaitent, en tout cas, s'engager avec moi dans une politique de rupture et de défense de la République. C'est ainsi qu'est née l'Alliance pour la République. Donc, Alliance pour la République, qui est née d'une convergence de forces. Déjà, mon parti, c'est une coalition. Puisque dans ce parti, vous allez retrouver tout de suite, alors, non seulement des libéraux qui étaient avec moi au PDS et qui, naturellement, m'ont suivi, mais surtout des hommes de gauche, des hommes et femmes de gauche, dont certains trotskistes, mon ami Mahmoud Saleh, je ne sais même pas si c'est des trotskistes, mais en tout cas, voilà, c'était ça la richesse de notre alliance. Donc des trotskistes, des marxistes-léninistes, des libéraux, tout ça ont formé, et des gens qui n'avaient jamais fait de politique, mais qui étaient engagés dans ce combat pour la défense de la République. Ainsi naquit le 1er décembre 2008
l'Alliance pour la République, APR Yakar, avec l'ambition de conquérir le pouvoir suprême et avec un travail acharné. Et c'est là où j'ai décidé de sortir de Dakar et d'aller dans le Sénégal des profondeurs. Et c'est dans cette tournée, au bout de 3 ans, que j'ai découvert le Sénégal réel. J'étais Premier ministre, je ne me rendais pas compte du niveau de vétusté de l'infrastructure nationale, les routes, l'absence d'électricité, l'absence de routes. Puisque j'étais allé au fond des terroirs, j'ai vu donc l'urgence à apporter des réponses par rapport à ces besoins qui ne pouvaient pas attendre. C'est ainsi qu'on a commencé à théoriser le NOP, qui est le nouvel ordre de priorité. Il nous faut un nouvel ordre de priorité, il nous faut changer la manière même d'élaborer nos budgets et il fallait apporter des réponses prioritaires et urgentes sur ces questions de base. L'accès à l'eau potable pour nos populations, l'accès à l'électricité, les pistes de désenclavement pour désenclaver des territoires, la santé, mais surtout l'allègement des travaux des femmes en milieu rural. Et ça, c'était le dénominateur commun de quasiment toutes les localités rurales du Sénégal. Mais aussi des localités périurbaines où on a toujours des problèmes d'assainissement, de cadre de vie, d'inondation, etc., etc. C'est ce constat qui a été à l'origine de la conception et de la mise en œuvre du programme Yoonu Yokkute, le véritable chemin du développement, qui a été le programme que j'ai proposé à nos compatriotes aux élections de 2012. C'est ce programme qui a été donc plébiscité avec l'aide d'une large coalition au second tour, la coalition Benno Bokk Yakaar. À elle seule, on peut faire une conférence sur les acquis de la coalition Benno Bokk Yakaar, puisqu'elle est née aussi de sous-coalitions qui, autour des dirigeants, ont finalement décidé de soutenir le candidat arrivé au second tour. Et c'est l'occasion pour moi toujours de rendre un hommage aux dirigeants de cette coalition, dont le regretté Ousmane Tanor Dieng, et Dieu l'accueille en son paradis, le regretté Amath Dansokho, qui était notre hôte, qui nous accueille chez lui, et bien sûr les leaders qui sont là, comme Moustapha Niasse, et tous les leaders des autres partis de cette coalition Benno Bokk Yakaar. Alors l'aventure donc a commencé et dès la prise de fonction, j'ai trouvé un programme qui était dénommé Programme économique et social, qui lui-même découlait des documents de stratégie de réduction de la pauvreté qui étaient en vogue à l'époque dans tous les pays. C'était les packages, les kits qu'on donnait à chaque pays, documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Les experts certainement ont travaillé sur ces documents, qui étaient bien, mais qui, à nos yeux, n'étaient pas suffisamment ambitieux pour apporter la qualité de vie que nous voulons pour nos populations, apporter le développement que nous souhaitons pour nos pays. Alors, à partir de 2014, nous avons dit qu'il faut un nouveau plan. Il faut un nouveau programme économique et social. Ça n'a pas été facile, mais finalement, avec une détermination et une volonté forte, les partenaires nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de ce qui est devenu le plan Sénégal émergent, le PSE, qui a visé un horizon de 20 ans, 2014-2035. 20 ans subdivisés en 2 plans décennaux et eux-mêmes subdivisés en 2 plans quinquennaux. Chacun donc les plans d'action prioritaires 2014, 2018, 2019, 2023 qu'on vient de terminer et le 3e PAP 2024, 2028 ou 29. Voilà, 28. Vous dites 24, 25, 26, 27, 28.
Parfois, il faut utiliser la règle de la main. Hein. Et donc, le dernier pape sera 2029-2035. Il aura un an de plus. Mais ce plan Sénégal émergent a été bâti à la lumière des enseignements que nous avons tirés sur le terrain, avec la nécessité absolue de répondre dans l'urgence aux besoins qui ne peuvent pas attendre. Parce que lorsque quelqu'un a faim et que le plat est servi, mais qu'il est très chaud, vous ne pouvez pas lui dire, vous allez attendre que le plat refroidisse. Vous le laissez se débrouiller. Donc il fallait, dans l'urgence, apporter les réponses sur l'eau potable, l'électricité, les routes, le désenclavement, la téléphonie rurale, etc., etc. Et c'est pourquoi, quand vous voyez le lexique, tel que vous l'avez dit, c'est toujours des programmes d'urgence. Programme d'urgence de développement communautaire, PUDC. Programme d'urgence de développement des axes et territoires frontaliers, le PUMA. Vous avez également d'autres projets dans l'urgence, c'est le Promoville, programme de modernisation des villes. Des programmes d'accompagnement qui sont vraiment le socle de la protection sociale de notre politique. Les retraites ont été améliorées sensiblement et on a fixé un seuil pour la retraite, minimale, sans compter la revalorisation des pensions. La couverture maladie universelle devenue couverture sanitaire universelle. Les politiques de gratuité pour prendre en charge les enfants de 0 à 5 ans, prendre en charge les plus de 60 ans, à travers le plan Cézanne qui a été renforcé et modernisé, mais également prendre en charge la gratuité pour la dialyse et aujourd'hui pour la chimiothérapie pour les cancers féminins. Et bien sûr, il y a d'autres aspects qu'il faut développer dans ce cadre-là. Alors ça, ce sont les bases de notre politique sociale, puisque nous sommes convaincus que le développement, il doit être harmonieux, mais il doit être inclusif. Et il faut que les produits de la croissance soient répartis équitablement entre les pans de la société. Donc, ceux qui ne peuvent pas doivent être accompagnés. C'est le sens. Quand on a vu la réduction de la pauvreté et de l'extrême pauvreté, et les transferts d'argent qui ont été faits depuis 2012, peut-être que le ministre Moustapha Ba, lui qui a la magie des chiffres, pourra nous les donner. Entre 2012 et 2023, transfert vers le monde rural, transfert pour les filets sociaux, on verra que parfois c'est jusqu'à 49%, pour reprendre le budget de l'année dernière, qui a été orienté vers le secteur social. C'est extrêmement important. Évidemment, ça c'est l'axe 2 du plan Sénégal émergent. C'est le développement, le capital humain, donc l'homme, capital humain, protection sociale et développement durable. C'est le libellé. Dans le développement du capital humain, nous avons évidemment mis l'accent sur l'éducation, sur la formation professionnelle, sur la santé. Et c'est ce qui est à l'origine de toutes les politiques. Ces cartes scolaires, universitaires qui ont été modernisées, c'est pour donner les ressources humaines de qualité, pour pouvoir prendre en charge le développement économique et social du pays. Le changement de paradigme dans l'éducation pour renforcer le volet formation professionnelle et donner des perspectives d'emploi à notre jeunesse et pouvoir capter finalement les dividendes démographiques. Donc ce axe 2, il est fondamental pour moi parce que j'ai une sensibilité sociale. Je suis très sensible au social. Et j'ai toujours dit au gouvernement, quelles que soient les coupes, ne touchez pas aux programmes sociaux, les bourses de sécurité, ne touchez pas à ces filets sociaux. Coupez, si vous voulez, le fonctionnement de l'État, coupez la présidence de la République, si vous voulez, mais ne touchez jamais à ces programmes qui sont nos marqueurs. Bien sûr, si nous voulons atteindre l'émergence, il fallait, dans l'axe premier du plan, vraiment agir sur la transformation structurelle.
Et cette transformation structurelle, le film en a montré des aspects. C'était que le pays dont j'ai hérité, véritablement, était un pays vétuste, maguette. Un peu obsolète. Obsolète, ce n'est pas pour saboter, non, c'est l'obsolescence des réseaux électriques, l'obsolescence des routes. C'était pas des nids de poules, mais parfois c'est des logis d'éléphants. Hein, c'est pas possible. Il fallait donc vraiment beaucoup d'ambition pour transformer, agir sur le secteur de l'énergie, de l'électricité en particulier. Et en 10 ans, nous sommes passés de 500 MW à 1800 MW. Et donc, nous sommes passés finalement au cap du gigawatt, parce qu'on ne connaissait pas les gigawatts au Sénégal. C'est à partir de 1000 MW qu'on parle de gigawatt. Et bientôt, on sera à 2 gigawatts, donc 2000 MW. Et nous avons en même temps développé un mix énergétique qui permette de sortir progressivement de la dépendance des énergies fossiles. Et c'est ce mix qui nous a donné aujourd'hui 31% de notre productible qui est en énergie renouvelable, solaire, éolien, hydraulique. Donc nous sommes déjà dans l'ère du climat, dans l'ère de la transition climatique, et donc nous allons poursuivre, j'espère que le Sénégal va poursuivre cette voie, non seulement pour consolider l'autonomie et l'autosuffisance en énergie, et continuer à exporter, parce que nous exportons au moment où je vous parle, de l'électricité au Mali, de l'électricité en Guinée, pardon, pas en Guinée, mais en Gambie, et nous injectons également dans le réseau ouest-africain d'échange énergétique, ce qu'on appelle le WAP, West African Power Pool. Donc cette question de l'électricité, nous l'avons réglée, définitivement. Alors, la transformation structurelle, c'était également les routes, les autoroutes, les ponts, parce qu'en vérité, le Sénégal était isolé. On était à l'extrême ouest du continent.